Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes avec moi aujourd'hui pour ce live mensuel, ce rendez-vous mensuel où on se retrouve pour eh bien, vous parler de l'actualité du monde des cryptos quand il y a des choses à dire. Et là, vous allez voir qu'il y a deux, trois choses sympas. On voit que l'écosystème de la blockchain continue à se développer et donc du coup les outils de la blockchain continuent également à se diffuser. Et donc, c'est plutôt porteur pour nous, puisqu'on est investi sur ce marché-là. Et puis, on va également parler des améliorations qu'on a apportées au logiciel Capsellar, comme tous les mois. Vous allez voir qu'on continue à travailler d'arrache-pied pour toujours améliorer le service et le logiciel. Et puis, on finira par une séance de questions-réponses, voilà, pour répondre à toutes vos questions, comme d'habitude. Voilà. Donc, je suis un peu malade, excusez-moi, donc je vais peut-être un peu parler du nez. Voilà, je sors moi, je suis jamais malade, hein, il faut le savoir, je suis vraiment jamais malade. Et là, le week-end dernier, je suis resté allongé pendant tout le week-end avec le. Alors, ce qui était bien, c'est que ça m'a fait un repos pour le cerveau parce que j'avais aucune capacité de réflexion, donc voilà, aucune capacité à réfléchir, complètement amorphe, un légume pendant 2 jours. Là, forcément, ça va mieux, sinon j'aurais pas fait le live. Mais voilà, donc tout ça pour vous dire que je parle encore un petit peu de nez, mais globalement, ça va mieux. Également, voilà, pendant les dernières semaines, je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois que j'ai quitté le live, je prenais l'avion. Et voilà, j'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure parce que j'ai fait un petit voyage. Ça m'a permis de rendre visite à quelques membres. Et donc, ça fait toujours plaisir. Voilà, bon, en tout cas, heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Et du coup, on va démarrer ce live. Donc, l'actualité crypto, j'ai retenu 6 informations qui me semblaient intéressantes dans les derniers jours et dernières semaines qui viennent de s'écouler. Apparemment, ça fonctionne pour tout le monde. Donc, Brigitte, s'il n'y a pas de son, alors, en même temps, s'il n'y a pas de son, elle ne va pas m'entendre. Donc, il faut redémarrer. Redémarrer au cas de problème. Car ça fonctionne pour la majorité. Voilà. Voilà, donc ce que je disais. Tac, tac, tac. Ouais, voilà. Donc 6 informations. Donc la première information, c'est que les Émirats arabes unis autorisent les paiements en crypto pour les services gouvernementaux de Dubaï. Donc voilà, ça c'est une institution qu'ils ont mis en place. Donc c'est un service qu'ils ont mis en place, ce qui fait que vous pouvez payer. Alors attendez, je vais couper les notifications que j'ai de mon côté. Puisque vous pouvez payer des services liés à l'administration, voilà, quelle qu'elle soit, à Dubaï. Et donc, ça montre aussi que, alors bien sûr, les pays, notamment les Émirats arabes, sont plutôt en avance sur les nouvelles technologies, mais ça montre que, voilà, il y a une vraie impulsion qui est en train de se passer et que ce qui fait que, en fait, les États eux-mêmes commencent petit à petit à se mettre à l'usage des cryptos pour notamment recevoir des paiements dans ce cas-là. Un deuxième usage, c'est la tokenisation des obligations d'État. C'est notamment ce qu'a fait le Japon. Et donc, voilà, on voit qu'en fait, il y a une vraie tendance de fond et qui est seulement aussi une fonctionnalité qui va être la plus utilisée à l'avenir, c'est la tokenisation. Donc, la tokenisation, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler plusieurs fois, c'est le fait, en fait, de permettre à un bien, quel qu'il soit, d'être rattaché à un token. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il est rattaché à un token et plus simplement à un papier en guise de titre de propriété, eh bien, il est plus facile à transférer puisque sur la blockchain, en fait, eh bien, il est transférable immédiatement d'où vous êtes, en fait. Donc, vous n'avez aucune contrainte, on va dire, technique pour transférer ou ni financière, puisque tout ça se fait relativement avec des frais qui sont extrêmement faibles. Et donc, la tokenisation, elle va permettre vraiment de fluidifier les échanges de propriétés. Et donc, vous avez la tokenisation en fait de tout ce qui peut être un bien de propriété. Donc, ça va être la tokenisation de biens immobiliers. Ça peut être la tokenisation comme là on le voit, d'obligations d'État. Il y a aussi, comme vous pouvez le voir, je crois qu'il y a une autre information ici. Vous voyez en bas à droite, JP Morgan qui lance la tokenisation d'un nouveau fonds sur Ethereum. Donc, un fonds de placement peut être également tokenisé. Et en gros, aujourd'hui, tout ce qu'il y a derrière un droit de propriété peut être tokenisable.
Donc voilà, donc je viens de le dire, si vous êtes propriétaire d'un appartement, on pourrait très bien imaginer que l'appartement soit transformé en token, des actions, des obligations, des œuvres d'art, etc., etc. Et donc ça, c'est un point important parce que ça veut dire que si JP Morgan ou un État comme le Japon, eh bien, se rentre dans cette fonctionnalité-là et utilise cette fonctionnalité-là, c'est bien que ça apporte quelque chose de plus que ce qui existe actuellement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui existe actuellement? Eh bien, ce sont des titres papier ou des titres numériques, mais qui nécessitent derrière de la logistique et de l'administratif. Alors que là, avec la tokenisation, grâce à la blockchain, eh bien, en fait, c'est référencé sur la blockchain. Et donc, du coup, c'est traçable. Et du coup, ça permet tout ce que permet la blockchain. Voilà. Donc, c'est sécurisé, etc., etc. Pourquoi une banque préfère tokeniser plutôt que de proposer directement la crypto? En fait, comment expliquer ça? Le, euh, quand si la banque tokenise, en fait, elle va générer un token, en fait, une crypto. Puisque derrière un token, qu'est-ce que c'est? C'est une crypto. Quand on achète chez Capstellar des cryptos, on achète des tokens, en fait. Donc, on parle en fait de la même chose. Voilà, c'est juste que la banque aujourd'hui, elle va pas vous envoyer sur les cryptos qui existent déjà. Elle va mettre ses propres tokens rattachés à des biens physiques ou à on va dire des actions, des valeurs que elle maîtrise. Voilà. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui va être vraiment une tendance de fond et ça a l'air d'être la fonctionnalité qui a le plus de prise. Donc après la crypto-monnaie qui est représentée par Bitcoin, la deuxième fonctionnalité qui semble être la plus facile à actionner et qui semble intéresser des acteurs qui ont un vrai pouvoir économique, qui sont en l'occurrence les banques et les institutions financières, eh bien c'est la tokenisation. Et donc, forcément, ça va faire émerger des cryptos. Et comme on peut voir que là, que JP Morgan tokenise un nouveau fonds sur Ethereum, eh bien, ça veut dire qu'ils utilisent la technologie d'Ethereum pour émettre ces tokens de son fonds de placement. Et donc, si nous, ça veut dire que ça va contribuer à la valorisation de l'Ethereum, puisque l'Ethereum va être utilisé notamment pour ça. Donc, vous voyez l'intérêt qu'il y a derrière à avoir de l'Ethereum, par exemple, c'est que ça va prendre de la valeur dans le temps grâce à justement toutes ces institutions qui vont potentiellement passer par ce réseau-là pour réaliser des tokens sur des fonds de placement. Donc, on voit un peu l'usage transparaître. C'est aussi ce que j'expliquais, c'est que c'est comme l'Internet. En fait, au début, l'Internet, on ne comprenait pas trop les enjeux du protocole qui avait derrière tout ça. Mais aujourd'hui, en fait, on voit les usages, mais on comprend toujours pas la technique. Mais juste que ça a été interfacé. Et là, c'est un petit peu la même chose. Demain, vous achèterez des fonds de placement qui seront sous forme de token, vous en rendrez même plus compte parce que du coup, il y aura toute cette couche technologique qui sera effacée derrière l'interface utilisateur. C'est ça qu'on est en train de voir apparaître avec toutes ces émergences. Autre information qui m'a semblé intéressante, voilà, donc là c'était les virements SEPA sur la blockchain en Europe. Donc ça c'est la Banque centrale d'Italie qui propose l'idée et du coup qui propose à l'Europe de travailler sur l'idée que de rendre compatibles les virements SEPA à la blockchain. Donc vous voyez qu'ils veulent s'ouvrir pour justement ne pas rester fermés au reste du monde. Donc là on voit aussi une adaptation en fait des institutions. Et Circle France qui décroche l'agrément MiCA pour son ERC et l'USDC. Alors l'ERC c'est quoi? Vous connaissez l'USDC puisque c'est la crypto qu'on utilise nous pour faire les rééquilibrages. Cette crypto c'est une stablecoin puisqu'elle est indexée sur la valeur du dollar. Et d'ailleurs quand on sort du marché, on sort en USDC, on sort à la valeur du dollar. Eh bien, il y a un vrai enjeu en Europe d'avoir un stablecoin qui permette de faire la même chose, c'est-à-dire de conserver des cryptos, mais avec une fluctuation qui est neutre, ou qui est nulle du moins. Et du coup, c'est ce que propose l'ERC. Et avec le URC, du coup, on a la capacité d'acheter des cryptos qui ont la valeur de l'euro. D'ailleurs, c'est ce qu'on pourrait faire, parce que
pour on va dire les abonnés qui sont en Europe, bah, il y aura peut-être plus de logique à rester en euros plutôt que de rester en dollars. Maintenant, pourquoi on ne l'a pas fait encore aujourd'hui? Bah, déjà, parce que vous voyez que Circle, sort le premier stablecoin en euros, vient juste d'obtenir en fait son agrément. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a très peu de capitalisation autour de ce stablecoin. Je crois qu'on est de l'ordre de 1 pour 1000 par rapport, donc 1000 fois moins de capitalisation sur le URC que par rapport à l'USDC. Donc on est vraiment très très loin d'avoir vraiment un stablecoin qui soit assez robuste, assez solide par le fait de sa capitalisation. Mais c'est quelque chose qu'on va quand même suivre de près. En tout cas, c'est quelque chose qui va là démarrer et se déployer. Et autre news intéressante, c'est la possibilité de vendre ces cryptos contre du cash qui est maintenant disponible dans plus de 100 pays grâce à un partenariat entre MoneyGram et Kraken. Donc MoneyGram, vous savez, c'est un service qui permet de faire des transferts de cash. D'ailleurs, c'est parfois utilisé par des arnaqueurs en disant voilà, j'ai besoin de cash, envoie-le-moi par MoneyGram, puisque du coup, une fois que le cash il est reçu, derrière, on peut plus le récupérer. Mais bref, peu un peu, ça c'est un mauvais usage. Mais en tout cas, MoneyGram a beaucoup de bureaux dans une centaine de pays. Et du coup, le fait d'être en partenariat avec Kraken va permettre la possibilité de récupérer votre argent depuis votre compte Kraken directement en cash dans un bureau MoneyGram. Et donc ça, une fois de plus, ça participe à la diffusion de la crypto et globalement des outils de la blockchain. Voilà ce que je voulais vous partager sur les informations qui sont intéressantes dans le monde de la crypto. Donc vous savez que moi, je ne fais pas des zooms sur qu'est-ce qui se passe sur tel cours ou telle crypto qui a fait un bump ou telle crypto qui a baissé, puisque notre logique, elle reste une logique sur du long terme. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment ce marché-là, cette technologie-là se diffuse et devient de plus en plus omniprésente avec des signaux faibles qui sont ceux que je viens de vous donner là. Alors, Karen, après avoir annoncé 14 milliards de dollars de pertes latentes pour stratégie au premier trimestre, Michael Saylor a émis l'hypothèse d'une vente de Bitcoin, qu'en penses-tu? Oui, j'ai vu passer cette information-là, j'en pense rien, je pense qu'ils ont encore les capacités de voilà. Après, enfin, en fait, pour moi, une fois de plus, euh, cette information-là, comme toutes les informations, peuvent avoir un impact sur du court terme. C'est-à-dire que, je vais vous dire, par exemple, la plus grande crainte qu'on peut attendre d'un acteur comme MicroStrategy ou Stratégie maintenant, c'est que le Bitcoin chute réellement, mais très très bas, et que ça mette en difficulté financière cette entreprise-là, et que du coup cette entreprise-là soit obligée de vendre soit obligée de vendre, et que ça génère encore plus de chute. Mais ça sera un épiphénomène, en fait, ça sera un micro-phénomène, un épiphénomène dans l'horizon de temps que nous, on se donne, qui est plusieurs années, en fait. Donc voilà. Donc voilà. Après, lui, il a l'air assez serein. Et effectivement, il a annoncé qu'effectivement, il pouvait. D'ailleurs, je crois même que c'est lui qui voulait jouer un petit peu la baisse. Je crois même qu'il avait, effectivement, il avait émis l'idée de vendre pour épurer le marché. Voilà. Mais bon, peu importe, hein. Je pense que c'est vraiment, faut pas faire attention à ce genre d'informations-là. Pour moi, les seules informations qui comptent, c'est celles que je viens de vous présenter là. C'est vraiment des informations sur qu'est-ce qui est en train de changer structurellement dans le fonctionnement du marché. Voilà. Après, Karen, tu cites stratégie avec Michael Saylor. Aurait aussi citer l'entreprise qui avait lancé Éric Larchevêque, qu'il a arrêté au bout de 6 mois parce qu'il a vu que personne ne voulait acheter du Bitcoin en ce moment. Voilà, et donc il voulait faire des levées de fonds, multiplier les levées de fonds comme l'avait fait Michael Saylor, et que finalement il voit que ça donne rien, donc il a stoppé son projet. Bon bah voilà, c'est peu importe. Pour moi, c'est des épiphénomènes tout ça. Même si effectivement il commence à avoir un poids assez important avec cette entreprise stratégique. Euh,
Oui, Karen, alors sur le fait d'être en perte, en fait, c'est 1 an, c'est du court terme. Notre horizon d'investissement, c'est 4 à 5 ans. Sur le marché des cryptos, c'est un marché qui est cyclique et le cycle, il n'est pas sur 1 an. Donc voilà, il y a 1 an, le marché il était au plus haut, donc forcément, aujourd'hui, tu ne peux pas être au-dessus. Et tu abondes, c'est très bien, parce que du coup, ça permet d'augmenter tes quantités. Tiens, d'ailleurs, je crois que c'était je voulais qu'on travaille sur un graphique là-dessus, parce que dans la précédente version qu'on avait, on avait un graphique qui nous montrait en fait qu'on augmentait notre quantité de crypto, même si la valeur de notre portefeuille baissait. Et ça, c'était important parce que ça permettait de valoriser justement le fait que vous faisiez de l'ajout de capital récurrent, parce que c'est l'ajout de capital récurrent quand le marché est au plus bas qui va vraiment valoriser votre portefeuille sur le long terme. Donc Karen, si j'ai un message à passer, c'est continuer à renforcer les positions, quoi qu'il arrive, et de garder cet horizon long terme. Alors, ensuite, actualité au niveau de la stratégie de Capstar. Donc, vous avez pu voir que sur les 2 derniers mois qui viennent de s'écouler, globalement, le marché est haussier. Ça veut dire que depuis le mois dernier à aujourd'hui, normalement, sur votre dernier rééquilibrage, vous avez dû avoir une hausse de votre portefeuille et on s'en félicite tous. Donc, vous pouvez voir qu'ici, on voit qu'il y a une hausse. Ici, ça monte globalement. Vous voyez qu'on est rentré ici et derrière le marché, il a un petit peu fluctué là sur les premières semaines et ensuite, il a marqué une légère hausse. Maintenant, il y a un point sur lequel je voudrais revenir et je voudrais profiter en fait de cette situation de marché pour aussi vous réexpliquer comment ça fonctionne. Le marché, lui, il a besoin de respirer. Et c'est pour ça que des fois, il y en a qui me disent, comme on rentre quand la moyenne sur les 14 derniers jours dépasse la moyenne des 50 derniers jours, comme vous voyez ici, la courbe jaune qui est les 14 derniers jours vient de passer au-dessus de la courbe verte qui est les 50 derniers jours. Donc là, on est rentré dans le marché. Et à ce moment-là, ici, on l'a recassé. C'est-à-dire que les 14 derniers jours sont repassés en dessous des 50 derniers jours. Et là, il arrive parfois, alors très peu, je vous rassure, mais il arrive parfois que certains nous disent, ouais, mais pourquoi on n'est pas sorti du marché alors que la moyenne a repassé dessous? En fait, parce que ce n'est pas un indicateur de sortie pour nous. Alors pourquoi ce n'est pas un indicateur de sortie? Parce que ça serait en fait laisser trop peu de marge de manœuvre au marché pour justement respirer. Et donc c'est pour ça que nous, le signal de sortie, il a moins 15%. Et donc il faudrait qu'on descende beaucoup plus bas, à moins 15% du marché, pour sortir. Et justement, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché il a besoin de respirer. Donc il a besoin des fois de descendre plus bas pour ensuite retrouver de la liquidité et repartir à la hausse. Et donc, vous voyez, c'est exactement ce qu'on a vécu là. Ici, c'est reparti à la hausse. Là, regardez, ça a chuté parce qu'il a besoin de plus de respiration et après, c'est reparti. Et donc, c'est ça l'idée quand on dit il faut laisser le marché respirer. C'est ça, c'est lui laisser en fait assez de mou pour lui permettre de repartir en fait à la hausse. Mais pas trop non plus. C'est pour ça qu'il faut quand même mettre un stop loss pour éviter les chutes trop importantes. Voilà, maintenant, je vais être clair avec vous. Moi, je ne suis pas euphorique sur le fait qu'on soit passé de 65 000 $ à 80 000 $. Je trouve ça très bien, tant mieux. Mais une fois de plus, on est sur un événement court terme. Et si vous regardez ici, depuis la chute qui avait été amorcée, moi, j'avais déjà annoncé qu'on était en bear market. Vous voyez que les plus hauts sont toujours plus bas. Et vous voyez que ici, il faudrait qu'en fait, on remonte au-dessus de ce plus haut-là pour, sur un horizon, on va dire, moyen-long terme, revenir sur un cran au-dessus, en fait, et qu'on ait vraiment cassé cette dynamique de baisse. Mais vous voyez, ici, là, on est plutôt sur, si on prend un peu du recul, vous voyez la différence qu'il y a entre ici, là, quand on regarde ça, donc là, on est vraiment sur du très court terme, parce qu'on est sur 7-8 semaines. Et ensuite, ici, là, on est sur 7-8 mois. Vous voyez, juste de dézoomer comme ça permet vraiment de prendre conscience que ce qui peut paraître une hausse ici, finalement, est juste un canal ici, voilà, qui est assez neutre, en fait, qui cherche encore sa direction. Donc tout ça pour vous dire qu'on n'est toujours pas à l'abri
d'un revirement de situation qui nous fasse violemment partir à la baisse. Donc on le verra. Bien sûr, je ne le souhaite pas, mais des fois aussi, à court terme, ça peut permettre de nettoyer le marché et de faire en sorte que quand il repartira à la hausse, il repartira de manière beaucoup plus sereine. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'indication de direction claire et précise sur on est reparti sur un bull run, pas du tout, on n'est pas du tout là. Pas du tout là. Pour moi, on est plus proche que ça continue, que ça reparte un petit peu à la baisse plutôt que ça continue à progresser. Voilà. Mais on verra, peu importe. Une fois de plus, on est là sur des analyses, on voit sur des événements qui sont court terme. Nous, notre horizon, c'est plutôt long terme. Et une fois de plus, je pense qu'il faut maintenant profiter de la période-là pour continuer à faire de l'ajouts de capital récurrent. Voilà pour le marché. Maintenant, qu'est-ce que nous, on a mis en place au niveau du logiciel? Alors, vous vous rappelez que la dernière amélioration qu'on a apportée, c'est l'exposition au marché. C'est-à-dire que à partir de maintenant, quand on va rentrer dans le marché, on ne va pas rentrer à 100% systématiquement. On va regarder là où on en est par rapport à la moyenne à 100 jours. La moyenne à 100 jours, vous la voyez ici, elle est sur, c'est la courbe verte. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué, pas lors du précédent live, mais lors d'il y a 2 mois, du live d'il y a 2 mois. Donc si vous voulez revoir tout le détail, vous pouvez voir il y a 2 mois. Maintenant, quand nous, ce qu'on veut, c'est absolument que vous compreniez tout ce qui se passe et on veut que vous puissiez, on veut avoir une totale transparence sur ce qui est mis en œuvre du côté de Capcellar. Et donc, quand il y a des transactions qui sont générées chez Capcellar, il faut que vous sachiez pourquoi. Et donc, quand vous allez recevoir un rééquilibrage où il y aura que 50%, ou quand vous allez recevoir un rééquilibrage pour passer de 50% à 100% du capital investi, il faut que vous sachiez pourquoi. Il faut qu'à un moment donné, dans la zone membre, vous puissiez avoir des repères qui vous font, vous compreniez pourquoi. Et donc, de la même façon qu'on avait un onglet signal avec les points verts pour indiquer quand est-ce qu'on rentre dans le marché et les points rouges pour indiquer quand est-ce qu'on sort dans le marché, pour que vous puissiez voir que c'est vraiment le logiciel qui décide et que c'est pas nous, un matin, qui nous levons pour nous dire allez, aujourd'hui on sort ou aujourd'hui on rentre, eh bien tout ça doit être dans la zone membre. Et donc c'est pour cette raison-là qu'on a ajouté un tout nouvel onglet qui est ici l'onglet signal d'exposition. Donc quand vous allez dans la zone membre, dans la partie ici indice, vous avez maintenant 4 onglets. Donc le troisième ici, c'est l'onglet signal d'exposition. Ce graphique se lit assez facilement, donc merci à Yann et toute l'équipe de dev parce que je trouve qu'ils ont fait un beau boulot là-dessus pour restituer en fait de la lisibilité sur ce qui se passe. Donc dans les zones vertes, ce sont les zones où on est exposé à 100%. Ça veut dire que l'intégralité de votre capital est investi dans le marché, que ça soit sur le top 5 ou sur le top 100, il est investi à 100%. Ensuite, il y a les zones rouges. Les zones rouges, ce sont les périodes où on est en dehors du marché. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a un point rouge ici et ensuite, donc ça veut dire que c'est un signal de sortie. Ici, on est re-rentré. Donc, vous voyez qu'entre les deux zones ici, entre les deux zones ici, enfin sur cette zone-là, on est en rouge puisqu'on était en dehors du marché. Donc, quand c'est en rouge, ça vous permet de visualiser qu'on est en dehors du marché, donc votre capital n'est pas investi. Et quand on est en jaune, eh bien, vous avez compris que c'est la phase intermédiaire, c'est-à-dire qu'on est investi dans le marché, mais à 50% du capital seulement, parce que comme on est en dessous de la moyenne à 100 jours, eh bien, on n'est pas vraiment purement porté par le marché. Et donc, vous voyez ici qu'on est re-rentré ici, enfin, là, en l'occurrence, ce n'était pas effectif à l'époque, puisque la nouvelle fonctionnalité, on est en place ici, mais ici, vous avez du coup l'historique de ce qui aurait pu se passer. Et donc, si on était rentré ici à 50%, vous voyez qu'on aurait perdu beaucoup moins d'argent de capital que ce qu'on a perdu ici en valeur de portefeuille. Donc, d'ailleurs, c'est à partir de là qu'on a pris la décision d'apporter cette amélioration-là, qui aura des vraies répercussions positives sur tous les portefeuilles dans les prochains mois et les prochaines années. Donc voilà le fonctionnement. Donc quand c'est vert, on est 100%, quand c'est rouge, on est en dehors du marché, et quand c'est jaune-orange, eh bien on est investi à 50%. Et donc vous voyez ici, là, sur la dernière zone, oui, vous pouvez le voir ici, là. Donc là, c'est vraiment la toute fin. Vous pouvez voir que il y a des périodes que quand la courbe verte, quand la courbe bleue passe au-dessus de la courbe verte, c'est-à-dire que le marché passe au-dessus de sa moyenne mobile à 100 jours, eh bien, on est sur une exposition de nouveau à 100%. Alors, vous voyez qu'ici, là, il y a eu une petite barre où le marché est passé au-dessus et ensuite il est repassé en dessous.
Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a temporisé parce qu'en fait, on a vu que le marché, il était vraiment très très proche de la moyenne à 100 jours. Et le problème de ça, c'est que en fait, on peut être amené du coup à faire des allers-retours dans le marché, multiplier le nombre de transactions et de rééquilibrage juste pour passer de 50% à 100% et de 100% à 50%. Et nous, on veut pas ça parce qu'on veut éviter d'avoir trop de transactions, on veut éviter de générer trop de frais inutilement. Donc, on a apporté un ajustement sur la sensibilité du signal. Donc ça, c'est une amélioration qu'on a apportée là ces tout derniers jours. Et en gros, l'idée, c'est de dire, on va pas prendre la moyenne mobile à 100 jours. La moyenne mobile à 100 jours, elle est faite pour nous donner l'indicateur global. Mais pour la prise de décision, c'est-à-dire pour le passage à l'action, on va faire la moyenne mobile à plus ou moins 5%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le marché va passer en dessous de la moyenne mobile à 100 jours, on va nous attendre qu'il aille jusqu'à la moyenne mobile à 100 jours moins 0,5, moins 5%, pour dire on repasse sur 50%. Et à l'inverse, quand on va décider de repasser sur ce capital, quand le marché va dépasser la moyenne mobile plus 5%. Et donc, on sera plus juste sur un trait, vous voyez, qui est comme ça, là. On devra vraiment, en fait, atteindre un grand gap entre les deux. Enfin, pas un grand gap, puisqu'on est en plus ou moins 5%, donc on est sur un gap de 10% pour vraiment, en fait, marquer le passage du 50% au 100%. Voilà, je ne sais pas si c'est clair de votre côté, mais en tout cas, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de supprimer un petit peu ce niveau de sensibilité qui est trop important. Donc, l'indicateur, lui, on le garde, puisque c'est l'indicateur qu'on a retenu, c'est l'indicateur qui est important. Mais le niveau de sensibilité du signal pour le passage à l'action, de transférer du 50% à 100%, lui, on l'a ajusté par rapport à cette problématique-là. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, personnellement, je ne comprends pas cette nouvelle stratégie de rentrer 50% de capital. Si nous ne sommes pas convaincus que le signal soit pertinent, quel intérêt de prendre le risque de venir sur le marché aussi? Alors, c'est un peu compliqué d'expliquer ça. En fait, le signal, en fait, le problème du signal, c'est que il faut qu'on prenne le signal le plus tôt possible. Et donc, pour le prendre le plus tôt possible, on prend le fait que la moyenne des 15 derniers jours passe au-dessus de la moyenne des 50 derniers jours. Voilà. Ça nous donne un indicateur. Ça nous donne, on va dire, une tendance que sur les 15 derniers jours, au moins, il y a une belle performance, il y a une poussée du marché. Si on attend trop, bah, en fait, on prend le risque de jamais rentrer dans le marché, parce que si après ça ne fait que monter, eh bien, on ne rentre jamais dans le marché. Même si effectivement, la moyenne mobile à 100 jours, elle nous donne une information qui est un peu différente. L'information, elle nous dit, bah ouais, ok, mais attention, parce que là, moi, la moyenne des 100 jours ne porte pas le marché. Donc en fait, Karen, on aimerait aussi que tout soit noir ou blanc, mais dans la réalité, c'est plus subtil que ça. Et mon rôle à moi, c'est essayer de vous expliquer ça pour justement que vous compreniez et que vous soyez à l'aise avec ces idées-là. Mais effectivement, là, on rentre du coup dans un niveau de détail un peu plus important. Mais je t'invite, Karen, à regarder du coup le live du mois de mars, parce que normalement, je suis rentré assez suffisamment dans le détail de ces explications-là voilà. Et dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, Karen, au final, c'est que la stratégie qui est la nouvelle version, elle est plus robuste puisqu'elle va mieux gérer le risque et en même temps, elle est plus performante. Et donc, voilà, si à la limite, on se disait, bon, elle est beaucoup moins performante, donc c'est bien gentil d'avoir plus de gros business, mais elle est moins performante, bah, ce serait pas terrible. Et à l'inverse, de dire, on aurait moins de performance, enfin, on aurait moins de robustesse avec un petit peu plus de performance, non. Là, nous, on va chercher plus de robustesse. Après, Karen, je ne sais pas depuis quand tu es rentré chez Capsellar, mais on a connu une sérieuse baisse. Et justement, cette stratégie-là nous aurait permis nous aurait permis de l'éviter en fait. Donc, je pense que ceux qui ont connu la baisse du mois de février, il me semble, je pense qu'ils voient bien l'intérêt d'avoir un outil comme ça.
un indicateur comme ça qui vient justement supprimer, ou en tout cas réduire fortement l'exposition au risque. En fait, c'est une gestion du risque tout simplement. Concernant la hausse actuelle du BTC, en termes d'analyse technique, il y a beaucoup de liquidités qui sont restées. On est en dessous, sans doute sorti du bear market pour être en range. Ok, bon, moi je fais pas trop. Voilà, moi ce qui m'intéresse c'est plutôt le long terme. Donc effectivement les enjeux comme ça court terme, je travaille pas du tout dessus. C'est pas du tout ma façon de faire. Mais merci Jérôme pour l'information. Différentes de performance. Non, il n'y a pas de différence de performance. Je crois que les différences sont très faibles et je crois qu'elles sont avantageuses. Enfin, c'est pas je crois, elles sont à notre avantage. Donc le fait de faire ça renforce plutôt. Cédric Anisset, que tu connais, a expliqué lors d'un live historiquement, les prix du Bitcoin deviennent attractifs pour l'achat environ 500 jours avant le halving, ce qui correspondait à fin 2026, début. Cédric a noté que le prix du Bitcoin avait augmenté de 4,5. Voilà, alors je ne peux pas malheureusement m'appuyer, enfin reprendre toutes les analyses de tous les collègues, même quand ce sont des copains comme Cédric. Donc j'ai pas suivi ça. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que Capcellar, justement, l'idée c'est de s'émanciper des analyses passagères. L'idée aussi c'est de s'émanciper des comment dire des modèles qu'on pourrait se créer via le passé et qui ne seraient plus valables sur l'avenir. Effectivement, il y a cette histoire de halving qui s'est reproduit et qui a toujours amené jusqu'à maintenant les mêmes conséquences. Mais là, on peut voir quand même que depuis que les institutionnels sont rentrés dans le marché, le marché évolue différemment. Notamment, il est fort probable que le bear market et l'hiver crypto durent beaucoup moins longtemps et on s'en félicite tous. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que Capcellar est fait pour gérer toutes les situations de marché. Quand le marché part à la baisse, on a des signaux de sortie qui nous permettent de sortir du marché. Maintenant, on a un signal de plus qui nous permet de pondérer le risque en fonction de la situation du marché. Quand le marché est porteur, on est plutôt sur le top 30 et pas sur le top 5. Et donc, c'est ça qu'il faut retenir. Il faut retenir qu'en fait, la stratégie qui est appliquée par le logiciel, elle est valable, quel que soit en fait l'état du marché et quel que soit y compris l'évolution du marché sur le long terme. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est sur les indicateurs financiers qui ont fait leur preuve depuis plusieurs décennies sur le marché boursier. Et ce que je dis aussi régulièrement, c'est qu'on est sur le marché de la crypto parce que c'est un marché qui est plus porteur, qui apporte plus de performance du fait qu'il ait plus de volatilité et qu'il soit plus récent. Mais on pourrait appliquer exactement la même stratégie sur le marché boursier. Et on aurait des belles performances. On aurait des meilleures performances que le marché, que la tendance du marché de la bourse. Voilà, nous on préfère être sur le marché de la crypto parce qu'il y a plus de performances à aller chercher. Et c'est ça qu'il faut retenir. Tac, tac, tac. Est-ce que tu veux dire que tu considères que l'ancienne stratégie n'était pas pertinente, moins rentable? En fait, oui, enfin, elle n'était pas. Non, en fait, on n'a pas changé de stratégie. Hein. J'aimerais vraiment insister là-dessus, car on n'a pas changé de stratégie. On est exactement sur la même stratégie, c'est juste qu'on l'affine au fur et à mesure des améliorations. Mais on n'a pas du tout changé de stratégie. Dans les autres améliorations que l'on a apportées, certains nous ont remonté que, vous savez qu'on a mis en place une gamification. Alors, la gamification, c'est quoi? C'est justement pour vous encourager à mettre en place un jeu de capital récurrent. Eh bien, vous avez maintenant des badges qui vont comptabiliser le nombre de mois consécutifs où vous avez mis en place un jeu de capital récurrent. Vous avez ajouté du capital sur votre compte. Là, vous voyez que la meilleure série, c'était 3. Et là, la dernière série qui est en cours, dans cet exemple-là, c'est 0. Et certains nous ont remonté que ils étaient un peu frustrés parce qu'ils ajoutaient du capital tous les mois, mais que ce n'était pas pris en compte. Et quand on a checké d'où venait le problème, en fait, on s'est rendu compte que ça venait des sous-comptes. C'est-à-dire que les clients, les abonnés qui sont sur les sous-comptes, eh bien, l'ajout de capital récurrent est moins bien pris en compte. Donc, sachez qu'on est en train de travailler là-dessus. On a beaucoup avancé.
On est quasiment en phase de finalisation. Et donc, ça devrait être finalisé d'ici la fin du mois. Donc, à partir du mois prochain, je pense que l'intégralité des membres auront accès à la gamification liée à l'ajout de capital récurrent. Donc, continuez bien à faire de l'ajout de capital récurrent puisqu'on sera capable de reconstituer l'intégralité, bien sûr, de vos historiques d'ajout de capital récurrent. Et je vous rappelle que quand le moment sera venu et qu'on aura assez d'historique, eh bien, on organisera un petit concours à intervalles réguliers, par exemple une fois par an, avec des lots à gagner pour récompenser ceux qui ont mis en place le plus, de manière le plus robuste, avec tirage au sort. Et notamment, j'avais évoqué l'idée de faire gagner une fois par an un voyage à l'île Maurice pour 2 personnes. Voilà, donc voilà. Sachez que cette fonctionnalité-là, on continue à travailler dessus pour l'améliorer. Et donc, elle devrait être effective de manière absolue pour tout le monde à la fin du mois. Mais en tout cas, de votre côté, il ne faut pas que ça vous empêche de continuer à mettre en place des ajouts de capital récurrents. Une autre fonctionnalité sur laquelle on travaille et qui est quasiment aboutie, alors que vous n'aurez peut-être pas forcément l'occasion de voir de votre côté, mais on travaille sur le développement d'une extension qui agit en fait comme un assistant à l'installation du logiciel. Et donc toujours dans l'idée en fait de faciliter la vie pour les nouveaux membres. Et donc du coup, il y aura cette interface-là avec une extension qui viendra dans le navigateur pour accompagner à chacune des étapes. Vous voyez, c'est étape 1, étape 2, étape 3, pour indiquer ce qu'il faut faire et où est-ce qu'il faut cliquer. Enfin bref, l'idée, c'est toujours d'améliorer et de faciliter la vie des abonnés. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Tac, tac, tac. Aurore, j'ai une question sur les impôts. Je ne sais plus ce que je dois déclarer en sachant que j'ai acheté une part d'action l'année dernière. Je te remercie de ton retour. Si vous avez fait un investissement dans Capstellar, dans Flow Corporation, vous n'avez absolument rien à déclarer. Donc, je le répète, si vous avez fait un investissement dans Flow Corporation, non pas le logiciel, hein, mais l'entreprise qui édite le logiciel, donc suite à la levée de fonds que j'ai faite au mois de juin de l'année dernière, vous n'avez absolument rien à déclarer. Pour les déclarations d'impôts, on a fait un live dédié le mois dernier, donc je vous invite à y accéder. Mais dans l'idée, si vous n'avez pas touché à vos cryptos et que les frais de transaction, les frais de surgain ont été inférieurs à 305 €, vous n'avez rien non plus à déclarer. Oui, Florent, il y a beaucoup de signes que les cycles sont en train de changer. Déjà, la volatilité long terme et donc l'amplitude des cycles diminue. Alors, pour nous tous, c'est génial d'avoir un dirigeant comme Florent. Merci, si impliqué et transparent. Il n'attend pas simplement de vivre de ses intérêts, il le pourrait, il est passionné par l'utilisation. Il se bouge pour nous. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ok, merci pour ces saisons. J'adore l'idée de venir à Maurice. Voilà, voilà, Aurore. Donc, il faut mettre en place un capital récurrent pour augmenter tes chances d'y venir. Pourquoi ne prenons-nous pas une chute de 15% tac, 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 de notre portefeuille comme le signal de sortie et non 15% de la baisse du marché? Frédéric, parce qu'en fait, notre indicateur à nous, ça n'est pas la valorisation du portefeuille. En fait, la valorisation du portefeuille, c'est la conséquence de l'évolution de 5 ou 30 cryptos. Nous, on ne suit pas ça, en fait. Voilà. Donc, nous, on a fait un indicateur commun. Et en fait, les 15%, mais peu importe, en fait, ça ne change rien. Les 15% ont été définis pour justement améliorer, optimiser la performance, le ratio performance-risque sur l'intégralité de l'historique qui est aujourd'hui de 9 ans. Donc, même si on voulait avoir un impact inférieur, comme tu le proposes, imaginons par exemple, on aurait fixé à 10% sur notre indicateur pour que ça n'ait pas un impact supérieur à 15% ou 17%, on va dire, sur les portefeuilles. Le problème de ça, c'est que si vous réduisez on va dire cet indicateur de moins 15% et que vous le passez à moins 10%, eh bien, vous réduisez ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure, qui est laisser la possibilité au marché de respirer. Parce que si vous coupez tout le temps systématiquement à la moindre réaction, eh bien, oui, vous allez perdre en fait des hausses. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut laisser le marché respirer. Voilà. Et maintenant, pour autant,
on est d'accord que les moins 25%, ce qui était d'ailleurs le pire des cas, parce que je ne sais pas si vous rappelez, vous avez expliqué qu'on est rentré à un moment donné et le marché a tout de suite rechuté derrière, ce qui n'arrive quasiment très rarement, puisque normalement il monte un peu et puis ensuite il peut chuter. Et comme il monte encore un peu, bah voilà, ce qu'il a pris au passage, bah du coup c'est toujours ça de moins qu'on aura dans les moins 15%. Là, il a même pas eu le temps de monter il a piqué direct. Bref. Ça n'était jamais arrivé, c'est arrivé, et c'est aussi pour ça qu'on a réajusté la stratégie et que maintenant, quand on est sur une moyenne en dessous de la moyenne mobile à 100 jours et que du coup le signal est moins fort, eh bien on a un niveau d'exposition qui est plus de 50%. Et Frédéric, on a apporté cette amélioration-là parce qu'on apprend aussi avec ce qui se passe. Du coup, on affine aussi la stratégie dans le temps. Moi, je vous rappelle que la toute première version en début 2022, pour ceux qui étaient là, c'était uniquement d'investir dans le top 30. Et donc, si on avait des chutes de marché, à l'époque, il n'y avait pas de on sort du marché, on rentre du marché. Non, il n'y avait rien. C'était on prenait le marché tel qu'il est. Donc, vous voyez qu'au fil des mois et des années, on améliore et on affine la stratégie. Voilà. Donc si ça devait de nouveau arriver, eh bien, on perdrait beaucoup moins que les 25%, puisqu'on serait plus qu'exposé qu'à 50%. Tu peux mettre en plus gros les chiffres sur ton interface. Alors, je ne sais pas de quel chiffre on parle. Je ne sais pas de quel chiffre on parle. Après, il me semble que je ne sais pas de quel chiffre on parle. Après, les slides sont toujours disponibles le lendemain avec le replay. C'est 305 €, hein, c'est pas des USDT, c'est 305 €, donc il faut faire la conversion. Alors, pourquoi ne pas adapter la valeur du stop loss en fonction des variations historiques des mini-maxi? Aujourd'hui, 15%, c'est basé sur une expérience de marché assez ancienne dont le comportement est voué à évoluer. Sincèrement, je pense que non. Enfin, en tout cas, on pourra peut-être remettre en cause ce chiffre de 15%, mais pour l'instant, pour moi, on a résolu le problème avec ce changement d'exposition. Et une fois de plus, hein, il faut laisser le marché respirer. On est sur un marché des cryptos qui a une certaine volatilité. Même si elle se réduit, on voit quand même qu'elle est quand même encore assez importante. Quand on la compare au marché traditionnel, il faut laisser le marché respirer. Donc voilà. Et une fois de plus, ne vous faites pas un avis sur qu'est-ce qui s'est passé sur une entrée-sortie qui a été malheureuse. Regardez comment fonctionne la stratégie sur le long terme. On ne peut pas analyser la performance, on ne peut pas juger de la performance d'une stratégie long terme sur un événement court terme. Voilà. C'est vraiment, je me tue à répéter ça, euh, mais à plusieurs reprises, en fait, je reçois des messages d'abonnés qui disent je ne comprends pas ce qui s'est passé là, mais en fait, le 100% n'existe pas, en fait. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis, restez déconnectés le maximum, ne suivez pas le truc, et vous devriez suivre en fait la performance de Capcellar une fois par an, comme vous faites avec vos assurances vie, en fait. Parce qu'en fait, moins vous serez déconnecté, moins vous chercherez à comprendre et plus vous laisserez faire. Et je vous promets que les abonnés qui ont la meilleure performance, c'est ceux qui ont mis en place un capital récurrent et qui n'y touchent plus et qui laissent faire et dont on n'entend jamais parler. Tac, tac, tac. Il n'y a pas de déclaration si on n'a pas converti en euros, normalement, si j'ai bien compris. Oui, sauf si il y a le paiement d'un prestataire en crypto, c'est l'équivalent en fait à un retrait. Et donc, le paiement des frais de Capcellar en crypto est considéré comme en fait un retrait. Tac, tac, tac. Est-ce que la fonction aide pourra être automatisée à Binance quand on fait un dépôt sur notre compte? J'ai compris que si on met son dépôt en earn en manuel, en dépôt, ce n'est pas pris quand il y a un problème, mais ce que j'ai mal compris. Alors Laurence, je suis pas sûr de ça. Alors effectivement, c'était un sujet, mais c'est pas un sujet sur lequel j'ai fait un point avec l'équipe là récemment. Donc je vais demander à la team
de te répondre par rapport à ça, ou le mieux, c'est quand même d'envoyer un mail au support sur support@capsellar.com. Mais effectivement, l'idée, c'est que quand vous faites un ajout de capital récurrent, voilà, quel que soit le moment, eh bien, que le logiciel l'identifie et le mette en earn. Donc, je sais que ça fait des choses qu'on doit développer. Je ne sais pas où on en est par rapport à ça. Ça fait probablement pas partie des urgences, puisque justement, il y a un autre sujet que je vais traiter dont je vais vous parler, qui est un peu plus urgent. Mais en tout cas, ça fait partie de la liste des features, des fonctionnalités ajoutées. Meilleure performance que j'ai obtenue grâce à toute l'équipe de Cassolar, c'est un gain de 1000 euros sur un mois quand toutes les cryptos étaient au plus haut, le fameux bull run. Alors oui, sur le long terme, on est tous gagnants. Ne jamais tenir compte des baisses car c'est passager. Effectivement, c'est vraiment le sujet, hein, c'est ne tenez pas compte. Et j'avais fait un live d'ailleurs pour vous expliquer que, en gros, ce qu'il fallait regarder, c'était vraiment la tendance et que les pics au-dessus, bah, c'était des avances de gains. Et quand on était dans un pic en dessous, en fait, on était en retard de gain. Et donc là, c'est toujours valable, hein, on est toujours en retard de gain. Donc c'est pour ça. Mais par contre, si vous analysez il y a un an une avance de gain avec aujourd'hui un retard de gain, bah effectivement, vous dites bah non, mais je suis pas d'accord. Moi, mon capital il a baissé. Sauf qu'en fait, fondamentalement, vous avez un potentiel de hausse qui est beaucoup plus important que ce que vous aviez il y a un an. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Ok. Allez, on continue à avancer. J'ai encore deux, trois petites choses à vous dire. Donc, le gros chantier qu'on a, nous, entamé il y a un mois, c'est de faire un audit de cybersécurité. On rentre dans un monde là où, avec l'IA, les hackers sont de plus en plus équipés pour faire tomber les barrières techniques. Bien sûr, nous, on a toujours été très à cheval sur la mise en place du maximum de sécurité à hauteur de notre zone de compétences. On avait fait un premier audit pentest il y a, quand on avait dépassé le premier million, je crois, ou les 2 millions de capital sous gestion. Aujourd'hui, on doit être autour des 10 millions de capital sous gestion. Un peu plus, un peu moins en fonction du marché. À l'époque, ce qu'on avait, donc un pentest, c'est quoi en fait? C'est une entreprise qui vient qui est payée pour essayer d'attaquer le système et de voir si on peut rentrer dedans, voir identifier qu'il y a des failles. À l'époque, en fait, il y avait quelques failles qui avaient identifiées, mais rien qui permettait à aucun moment à un hacker d'accéder au serveur qui est le plus sensible, c'est-à-dire celui qui va générer les transactions et qui se connecte par API au compte. Donc, il faut savoir que vraiment les serveurs, il y a différents serveurs et donc tous ne sont pas positionnés au même endroit et tous n'ont pas le même niveau de sécurité pour justement préserver le cœur du système qui est ce serveur-là et qui est vraiment à l'écart de tout le reste. Et donc, du coup, là, quand on a passé un autre cap et qu'on est aussi dans une logique de mise en conformité vis-à-vis des régulateurs, eh bien, on a fait un nouvel audit. Donc, vous voyez qu'on a fait quand même un bel investissement de 15 000 euros pour 22 jours de travail chez notre prestataire, avec là, de nouveau, un pen test, de nouveau, ce travail réalisé pour essayer de forcer notre système malgré nous, et puis également d'autres audits, d'autres sécurités, puisqu'il n'y a pas que le pentest, il y a aussi de voir de l'intérieur comment ça se passe, qu'est-ce qu'on a mis en place au niveau des architectures et tout. Voilà. Donc, la problématique, c'est que moi, j'aimerais être 100% transparent avec vous sur les résultats de cet outil-là, mais si je l'étais, bah, du coup, ça donnerait de la matière à des potentiels hackers qui pourraient profiter des failles actuelles. Donc, tout juste pour vous dire de manière synthétique et quand même sans pas 100% transparente, c'est que oui, comme lors du premier audit, il reste encore quelques failles. En tout cas, il n'est pas encore, puisqu'en fait, toutes les failles de l'époque, elles avaient été corrigées. Mais avec le temps, comme on continue à développer le logiciel et à renforcer les fonctionnalités et aussi à monter en volume, parce que aujourd'hui, on a beaucoup plus d'abonnés et donc du coup beaucoup plus de volume de transactions à gérer qu'à l'époque. Forcément, la structure des serveurs également a été modifiée. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées et donc de ces améliorations-là, de ces ajustements-là et de ces changements-là sont apparus des failles. Maintenant,
dans ces failles-là, il n'y a rien, absolument rien, qui permet à un hacker aujourd'hui d'accéder à votre compte. Et ça, c'est l'information la plus importante. Ils ont essayé pendant un mois, je vous dis, vous voyez, 22 jours. Ils n'ont pas réussi, ne serait-ce qu'à identifier quel était le serveur qui réalisait les transactions sur la clé API. Donc, vous voyez que vous êtes quand même largement protégé par rapport à ça. Pour autant, bien sûr, on va mettre en place toutes les mesures nécessaires pour corriger toutes les failles et répondre aux normes les plus élevées que demande le régulateur. Et c'est sur quoi on travaille en ce moment avec l'équipe dev. Yann, le format des présentations est loin d'être optimum. Les slides occupent le 6e de la surface de l'écran et sont tout petits. Le bandeau du chat de la vidéo prennent trop de place. Bah, écoute, je suis désolé, Yann, je vais faire remonter ça au logiciel, mais malheureusement, je peux pas, moi, faire autrement. Une fois de plus, les slides sont disponibles sur la zone membre ainsi que le replay. Donc, vous pouvez également voir du coup les slides sans problème. Donc, voilà un petit peu ce qui a été produit. Donc, il y a eu 3 rapports, 2 rapports de 35 pages, un rapport de 133 pages. Donc, vous voyez qu'on a de la matière. Sur le taux de service du Capcellar, rien à dire, le site a été full disponible pendant 2 mois. Une amélioration à apporter, enfin une amélioration. J'ai aussi décidé un changement, c'est sur l'offre de parrainage. Donc vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Donc si vous ramenez, si vous communiquez sur Capcellar auprès de votre entourage et qu'il y a une personne qui s'inscrit avec votre lien de parrainage, donc auquel vous avez accès dans votre zone membre, eh bien, sachez qu'on ajoute 200 € de crédit de frais sur gain immédiat, en tout cas au moment du dépôt du capital de l'affilié, ce qui lance définitivement en fait son inscription et sa connexion au logiciel. Avant, et à cela, bien sûr, s'ajoute ce qu'on avait déjà auparavant, c'est-à-dire 20% des frais sur gain de votre filleul jusqu'à hauteur de 200 €. Donc avant, vous pouviez gagner jusqu'à 200 € et ça se faisait au fur et à mesure qu'il y avait des crédits, qu'il y avait des frais sur gain qui étaient appliqués sur votre filleul. Maintenant, c'est toujours ça, mais en plus de ça, dès son inscription, vous allez avoir 200 € de crédit de frais sur gain sur votre compte, ce qui fait que normalement, vous devriez avoir quelques mois devant vous. Ça va dépendre de votre capital et des gains, mais vous devriez du coup, en tout cas, en bénéficier plus rapidement. Et donc voilà, c'est un geste supplémentaire qu'on fait pour vous remercier de partager votre contentement de Capcellar vis-à-vis de votre entourage, et une fois de plus, donc n'hésitez pas à communiquer largement, ça nous fait toujours plaisir, et une fois de plus, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Dernier sujet, point de sensibilisation. Pour ceux qui se posent des questions sur la fiscalité, donc voilà, il y a le live du mois dernier, mais la meilleure façon, je dirais, d'échapper au questionnement autour de la fiscalité, c'est de ne pas générer d'assiette fiscale. Et l'assiette fiscale, elle repose sur ce que vous prélevez de votre compte, c'est-à-dire ce que vous retirez en euros, puisque là, l'État considère que c'est du coup, une récupération de capital, donc potentiellement du gain. Et quand vous payez des prestataires, et notamment quand vous payez les frais sur gain de Capcellar, eh bien, c'est considéré comme étant le paiement d'un prestataire, et donc c'est considéré comme un retrait également. Et donc, la meilleure façon de supprimer l'exposition à l'impôt et surtout en fait à la déclaration, c'est-à-dire tout l'aspect administratif, eh bien, c'est d'acheter des crédits de frais sur gain. Donc, vous payez à l'avance par carte bancaire ou PayPal des crédits de frais sur gain. Donc ça, vous allez dans votre zone membre. Dans vos zones membres, vous avez un bouton qui s'appelle recharger. Et là, vous cliquez, vous accédez à ce formulaire-là à ce formulaire-là qui vous permet d'acheter des crédits de frais sur gain par 50 €. Donc là, oui, c'est 50 €. Si vous cliquez sur le plus ici, vous pouvez faire 2, 3, 4, 10. Par exemple, 10 si vous voulez avoir 500 € d'avance de crédit de frais sur gain. Et une fois de plus, et quand vous aurez ça, donc là, une fois que vous validez, derrière, vous allez retourner dans votre zone membre et vous verrez que vous aurez les crédits de frais sur gain qui vont s'ajouter dans votre zone membre. Et ça va vous permettre de supprimer
votre assiette fiscale et votre exposition fiscale. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis déjà maintenant plusieurs mois et que je rappelle puisque là, on est en période de fiscalité, de déclaration fiscale. Et donc, bah, voilà, pour ceux qui ne s'en rappelaient pas ou qui n'avaient pas vu passer l'information, eh bien, vous êtes au courant. Oui, Béatrice, apparemment, bah voilà. Donc, au moins pour Béatrice, je pense que j'ai bien fait de rappeler que vous aviez cette possibilité-là. Alors, comment peut-on savoir le montant à prévoir en fonction de l'année passée pour mettre le montant adapté? Oui, effectivement, voilà, ça c'est un bon moyen d'aller voir l'année passée combien vous avez payé et puis de prendre une petite marge de sécurité. Ce qu'on a mis aussi en place dans le logiciel, vous le verrez, donc c'est vraiment dans la zone membre, juste en dessous de votre portefeuille, il y a un petit encart rechargé et avec à côté un montant. Et donc si vous cliquez là-dedans, vous accédez en fait à la page qui est dédiée à ça. Et vous avez également la possibilité de mettre en place une notification euh, où quand votre crédit descend en dessous de tel montant, eh bien, vous recevez une notification pour justement recharger ce crédit de frais sur gain. Donc, vous voyez, on a même mis en place un système de notification pour vous aider vous-même à vous organiser et vous faciliter la vie par rapport à ça. Ah, Aurore, vous n'aviez pas compris l'intérêt d'acheter des crédits de frais sur gain. Alors, c'est pas uniquement pour nous donner de l'argent en avance. C'était à la base, c'était surtout pour vous permettre de réduire votre assiette fiscale et du coup votre obligation de déclaration fiscale. Puisque si vous gardez toutes vos cryptos dans le monde de la crypto et que vous ne payez pas de prestataire et que vous êtes uniquement chez Capsela et que vous payez tous vos frais sur gain via carte bancaire sous forme de crédit de frais sur gain, comme je viens de vous l'expliquer, eh bien en fait, vous n'avez jamais d'exposition fiscale, vous n'avez jamais de frottement fiscal et vous n'avez même pas non plus la charge mentale d'avoir à déclarer ça puisque vous n'avez pas de flux par rapport à ça. Et vous gagnez même du coup les frais d'utilisation du plugin Waltio parce que vous n'en avez pas besoin du fait que vous n'avez pas de flux en fait. Ah, apparemment, Céline aussi était passée à côté de cette info. Voilà. Voilà. Et sinon, bah, voilà, toujours faites attention au piratage. Donc, je vous rappelle et je vous rappelle tous les mois, le scénario, il est toujours le même. Et après, il peut prendre des formes différentes, sous forme de SMS en vous disant, ah tiens, votre code de retrait Binance est voilà 637 832. Veuillez ne pas partager ce code avec personne. Si vous n'avez pas demandé ce code, veuillez appeler. Et là, il vous donne un numéro de téléphone. Comme par hasard, quand vous appelez, on vous dit ah bah vous inquiétez pas, c'est que quelqu'un a essayé de vous se connecter à votre compte. On va mettre votre argent en sécurité et c'est là qu'il vous explique comment faire sauter toutes les sécurités qu'on a mis en place avec vous et qui vous explique comment lui faire un transfert vers lui. Donc faites attention ou même un message par email ou par téléphone, on vous contacte parce que en vous faisant croire que on essaie de se connecter à votre compte. Enfin bref, tout message de ce type-là qui tente à vous laisser penser que quelqu'un se connecte à votre compte, soyez sûr que 99 fois sur 100, c'est fake, c'est pour justement vous entourlouper. Voilà, on en arrive à la session des questions-réponses. Et puis pour clôturer, donc voilà, le mois dernier, j'ai eu le plaisir d'aller voir ma fille au Québec et ce qui m'a permis de rencontrer Christine et Dominique avec qui j'échangeais régulièrement du coup dans le cadre de Capsela. Donc voilà, donc je salue Dominique et Christine avec qui on a passé une super soirée et voilà que j'ai eu l'occasion d'échanger. Donc vous voyez que vous, si vous venez à Maurice
Quel est le niveau de seuil que tu recommandes de mettre en place? En fait, c'est à vous de le définir. C'est, parce que quelqu'un qui a 100 000 € de capital, il va pas définir le même seuil que quelqu'un qui a, 5 000 € de capital. Donc c'est vraiment, propre à chacun. Alors, plus de son et plus d'image. Bah, c'est dommage ça. Ah, alors je sais pas pourquoi ça a bloqué, mais de mon côté, il n'y a pas eu de choses particulières. Mais apparemment, c'est revenu. Alors du coup, je sais pas où ça a stoppé. Alors, Karen qui me posait la question, quel est le niveau de seuil que tu recommandes de mettre en place? En fait, on ne peut pas répondre à cette question-là puisque la, le seuil en fait va dépendre de votre capital. Si vous avez un capital de 100 000 euros, forcément, les frais sur gain ne vont pas être du même niveau que si vous avez un capital de 5 000 euros. Donc forcément, le seuil va être proportionnel au capital que vous avez investi. Et donc, du coup, aux frais que vous devez, quoi. Ah, ça a coupé quand j'étais au Québec. Ah bah, je vais revenir sur ce petit passage. Est-ce que... Ah, mais j'ai carrément fermé mon PowerPoint. Voilà, donc je disais effectivement que j'avais eu le plaisir d'aller voir ma fille qui fait ses études au Québec et que à cette occasion-là, ben, j'ai eu l'occasion de passer une soirée avec Christine et Dominique qui font partie des tout premiers abonnés de Capcellar et avec qui on avait eu l'occasion d'échanger pas mal. Ils ont également participé à la levée de fonds l'année dernière. Et donc voilà, donc vous avez autant la possibilité de venir nous voir à l'île Maurice si vous êtes de passage en vacances pour bah voilà, venir nous visiter et qu'on se rencontre. Mais pourquoi pas aussi, si l'occasion s'y prête, eh bien, on peut également nous venir à votre rencontre. Donc voilà, donc c'était juste un vrai plaisir de partager ce moment-là avec Christine et Dominique. Et ça montre aussi que on a également des abonnés du côté du Québec. Et maintenant, je suis à votre écoute pour répondre à toutes vos questions. Alors, où en est l'agrément MICA de Capsular? Alors, c'est tellement long, 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 mais en tout cas, de notre côté, le dossier est prêt. Le dossier fait lui aussi quelques centaines de pages. Et donc là, ce qu'on attend incessamment sous peu, c'est la création de la société qu'on attend déjà depuis 6 mois. Je ne sais pas comment ça peut être si long de créer une société dans un pays qui est présenté comme étant en avance numériquement pour que tout se passe en quelques minutes. Mais je pense que le fait que la société mère soit à Maurice ne doit pas faciliter les choses. Et donc voilà, donc notre attente maintenant, c'est que la société soit créée. Dès que la société est créée, nous, le dossier est prêt puisque les avocats qui nous accompagnent dans la structuration du dossier, qui eux ont l'habitude d'obtenir des agréments MICA, nous ont accompagnés et donc du coup on a l'intégralité. Et c'est aussi dans ce cadre-là qu'on a fait l'audit informatique. Et donc, bah, en gros, nous on est prêts. Maintenant, il ne reste plus que la société soit créée pour que on présente le dossier. Et donc normalement, d'ici fin juin, je devrais moi aller physiquement en Estonie pour présenter le dossier auprès du régulateur qui sera l'équivalent de l'AMF en Estonie. Merci pour ça. Donc, je maintiens le même niveau d'abondement malgré la baisse importante et rendez-vous dans 5 ans pour la rentabilité. Eh bien, Karen, tu as parfaitement compris. Et nous, on va faire en sorte d'avoir dans la zone membre, je vais peut-être quand même vérifier si ça se trouve, ça a été fait, parce que des fois, il y a des choses qui sont faites et la team oublie de me le dire. Mais je ne pense pas quand même.
Parce que ce graphe-là, enfin ce graphique-là, il était vraiment précieux pour moi, parce que justement dans la période, c'était plutôt la période de 2002, pour les personnes qui commençaient justement un peu à douter, et c'est normal, hein, c'est complètement humain et c'est OK. Et du coup, effectivement, ça permettait euh, de relativiser. Non, non, bah non, le graphique, il n'est pas là. Bon, je vais relancer l'équipe là-dessus, parce qu'effectivement, il faut qu'on mette en place ce graphique-là pour que vous puissiez mieux voir. Quelle est l'adresse de la zone membre? Effectivement, c'est app.capsela.io. Voilà les amis, bon bah écoutez, merci d'avoir été avec moi. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite bonne fin de mois de mai, et puis on se retrouve dans un mois pour bah, les améliorations, les nouveautés autour de Capsela. Et d'ici là, gardez confiance, que le marché monte ou qu'il soit bas, vous inquiétez pas, sur le long terme, il va être haussier, puisque comme on l'a vu en tout début avec l'actualité, les signaux faibles, on voit que ça se diffuse, que les institutions les utilisent. La tokenisation, c'est quelque chose qui devient de plus en plus naturel. Donc, la technologie, elle est là, elle existe, elle est de plus en plus utilisée. Et donc, voilà, maintenant, il faut attendre patiemment et c'est le temps qui fera notre affaire. May the force be with you. Oh, merci Béatrice. J'ai entendu le message. À très bientôt. Ciao, ciao.